Et dans ce cadre-là, j'ai fait un petit package qui s'appelle Page Report que je vais vous présenter. Donc là, il y a quelques exemples de templates que j'ai pu développer. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de PageDawn. PageDawn, c'est quoi? PageDawn, c'est la réponse à un problème un peu courant qu'on a habituellement. Vous êtes beaucoup à vouloir sortir des PDF depuis R, depuis R Markdown, parce que c'est un outil qui est quand même super, un PDF, c'est léger, on peut l'envoyer à tout le monde par mail. Les managers qui sont pas trop au courant des choses te disent « Ah, mais une page web, c'est pas beau, comment tu fais? Tu dois voir le responsable du design de l'entreprise et tout, mettre en ligne, c'est compliqué, un PDF, c'est pas mal. » En plus, on peut faire des approches paramétrisables, des rapports automatisés, donc vous connaissez tout ça. Le problème, c'est que souvent un PDF, on le fait avec LaTeX et que LaTeX, c'est moche, disons tout net, même si vous aimez bien LaTeX. LaTeX. Merci. Voilà. LaTeX, surtout, ça demande des compétences très pointues de personnalisation. En fait, ça demande des compétences rien que pour mettre un texte en gras. Si on veut aller un peu plus loin, faire des choses, il faut se plonger dans les packages, dans Beamer pour des présentations. C'est des compétences que tout le monde n'a pas. C'est surtout enseigné dans les disciplines un peu scientifiques et c'est pas hyper répandu non plus en entreprise. Et le dernier point qui est important, LaTeX ne gère pas le multi-support avec le web, alors que la solution que je vais vous présenter le gère. Et l'avenir est à faire des implémentations qui se gèrent sur à la fois un support web et un support PDF. La solution, c'est quoi? La solution, c'est PageDawn. PageDawn, c'est un package R qui est basé sur un projet qui s'appelle Page.js. Donc, PageDawn gère les technologies du web, donc HTML, CSS, JavaScript, qui permet des rendus de qualité. Vous en avez eu un petit aperçu, j'y reviendrai après. Et surtout, permet une collaboration avec des gens qui sont spécialistes de la partie design, notamment des designers, des développeurs web, chose qui n'est pas forcément notre travail à nous. Et du coup, plutôt que de prendre quelqu'un qui connaît un petit peu de la tech qui fait les choses, on a deux personnes, une qui connaît très bien les technologies web, une qui fait du R, et on arrive à des résultats qui ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. C'est toujours sympa de travailler avec d'autres personnes. Je vais faire une présentation. Donc là, je vous raconte un peu c'est quoi PageDawn, quelques projets, comment on fait les templates. Après, un peu de CSS. Donc, si vous ne connaissez pas trop le CSS, je vais passer assez vite. L'idée, c'est surtout que la présentation, elle serve de support si vous voulez derrière, vous plongez un peu dans PageDawn ou dans les choses comme ça. Et après, je vous parlerai un peu de cas d'usage réel, de comment on a utilisé PageDawn. Voilà. Alors, Page.js, je vais commencer par là, qui est le projet sur lequel s'appuie PageDawn. En fait, c'est ce qu'on appelle un polyfile, c'est-à-dire quelque chose qui est censé permettre l'implémentation de règles ou de projets de règles qui ne sont pas encore tout à fait officiels dans les navigateurs. Par exemple, quand on utilise certaines fonctions de Page.js, ça, en fait, ça va chercher les règles et ça les prend et ça les implémente dans vos navigateurs et du coup, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. En gros, c'est une boîte à outils qui fait du copier-coller, qui prend votre document, qui le découpe, qui le met en page, qui met les notes de bas de page au bon endroit, la pagination, etc. etc. On va passer assez vite, mais je le signale parce que la documentation est super et ça vaut le coup d'aller le voir. Vous avez tous les petits liens soulignés, là, c'est des liens. Comment ça fonctionne? PageDawn, c'est principalement un format. Bon, il y en a d'autres, mais c'est le format principal, c'est HTML Page, qui va appeler Page.js et ses fonctions, qui va découper et reconstruire le contenu en page. C'est des fichiers CSS standards qui sont liés au format et c'est cela qu'on va aller modifier. Et après, c'est une fonction d'impression PDF qu'on appelle Chrome Print, que vous pouvez aussi utiliser pour imprimer vos présentations de Sharingan ou autres, qui utilise l'impression de Chrome ou dernièrement de Edge. Et si vous voulez aller voir la présentation à la RStudio.conf. Je mentionne Edge parce que notamment dans le public, on n'a pas forcément Chrome ni la maîtrise de nos postes et Edge peut être utile pour imprimer les choses. C'est la raison de le reconnaître. Alors, Page Report, c'est quoi? C'est un package que j'ai développé en collaboration avec David de Air for the Rest of Us. Ça, c'est un peu de pub perso, mais notamment pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans PageDawn, vous avez en fait un intermédiaire entre le package standard et la personnalisation avec vos outils à vous, qui est Page Report, qui est globalement un package de templates, où on a construit 3 templates déjà designés qui sont personnalisables. Je vous laisse aller voir sur le site si vous voulez les voir. Et l'idée, c'est que ces templates, ils sont personnalisables directement dans le YAML. Donc, c'est-à-dire que si on fait un YAML et on veut, par exemple, le rapport annuel du Père Noël,
On change le titre du rapport, l'image, est-ce qu'on veut mettre l'image en noir, etc., les couleurs principales, et on obtient le rapport annuel du Père Noël qu'on peut envoyer à tout le monde. Voilà, qui est très beau. Mais vous pouvez faire la même chose. Vous mettez votre image institutionnelle, votre logo institutionnel, votre police institutionnelle, et vous obtenez votre rapport PDF paginé sans avoir rien eu à faire. C'est un intermédiaire, ce n'est pas conçu comme quelque chose de définitif, c'est plutôt je veux tester, ça marche pas, je m'en sers, j'itère, je construis mon template à moi. Derrière, c'est un gros template JavaScript qui modifie les choses et qui reconstruit des variables. Tout est sur GitHub. Vous pouvez aussi faire votre CV directement avec PageZone, c'est l'une des autres utilisations. Alors, il y a un exemple sur Internet qui est pour moi l'exemple le plus abouti. Vous avez le mien en lien. Et en fait, l'idée, c'est de dire, je fais un fichier Excel avec l'ensemble de mes expériences. J'ai un petit template qui va aller recréer mon CV de façon propre, parce qu'un CV, c'est jamais qu'une base de données, et qui génère avec PageZone un fichier un peu propre et sympa. Ça, c'est un autre exemple. Voilà. Et maintenant, comment je fais si je veux mon thème à moi? Eh bien, on va rentrer dans le... Alors, la première chose, en fait, tout thème PageZone passera par le CSS. Le CSS, c'est quoi? Quand vous avez une page web, en fait, le CSS, c'est ce qui fait le style de la page web. Par exemple, si votre titre il est en rouge, il est dans telle police, votre élément il est là, etc., c'est du CSS. Voilà. Pour plonger dans le CSS, il y a des ressources qui existent sur Internet, qui sont les ressources notamment de la fondation Mozilla, qui sont très, très bien faites. Ce n'est pas un langage qui est très compliqué, puisque finalement, à chaque élément, un titre, un bloc, ça, on va lui dire applique telle propriété, ça va se faire. La première chose à faire quand on fait un PageZone, c'est appliquer les propriétés sur le CSS. Par exemple, P, c'est la propriété pour un paragraphe de texte standard. Je lui dis simplement, je veux que la famille de police de mon P soit la famille Roboto. H1, H2, H3, c'est les niveaux de titre. Je veux que la famille de mon H1, H2, H3, ce soit Lato, et ainsi de suite. UL et LI, c'est les trucs de liste. Je veux que la couleur de ces choses-là, ce soit cette carte-là qui correspond, c'est un bordeaux, celle-là. Voilà. Et donc, la première chose à faire quand on fait un thème, c'est commencer par ça. Et ce n'est pas spécifique à PageZone. C'est l'intérêt, c'est que toutes ces choses-là, on peut les réutiliser dans d'autres éléments. Par exemple, vous faites un template Sharigan comme celui-là, vous faites un Markdown, vous pouvez utiliser ces éléments et vous n'avez pas forcément à les faire pour PageZone. Peut-être que votre web designer d'institution l'a déjà fait. Ça, c'est la première chose à faire. En fait, là, il y a un peu un rappel. Il faut mettre les tailles, les bordures, tous les espacements et tout. Faire un peu attention. Donc, ça, c'est la première chose. Je vous ai fait un peu une liste des choses auxquelles il faut penser. Là, on n'est pas encore dans PageZone. Deuxième chose, ça, c'est un peu la chose centrale. PageZone, ça implémente quoi? Ça implémente une propriété qu'on appelle @page et qui, en fait, donne les caractéristiques de la page. Par exemple, on commence par fixer la dimension standard de la page. Je veux que la taille de la page soit A4, donc 210-287. On peut écrire A4 aussi. On peut cibler certaines pages particulières. Par exemple, si je veux que la page de garde soit en paysage, j'inverse. Je mets 297 x 210. On peut mettre le format qu'on veut. On peut cibler les pages vides, la première, la dernière, les pages gauche, les pages droites. Et en fait, c'est vraiment ça la propriété centrale de PageZone. On peut aussi cibler ce qu'on appelle les pages nommées. Par exemple, si je veux que certaines pages aient des caractéristiques particulières, par exemple, toutes les premières pages de mon chapitre, je crée ce qu'on appelle une page nommée qui aura la caractéristique chapter. Je passe un peu rapidement là-dessus, vous avez le lien, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, quand on fait du design web, on se retrouve dans un espace où tout est relatif, c'est-à-dire que vous sortez votre ggplot de cette taille-là, vous le regardez sur votre écran de téléphone, il est vachement trop grand, je dois zoomer. Vous le regardez sur votre 24 pouces au boulot, il est vachement trop petit, je ne comprends rien. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, tout est relatif, on essaie de faire un peu du Plotly, de faire les choses un peu du girafe, qui est encore mieux que Plotly, c'est la vie. On essaye de mettre un peu les choses, les positions des éléments ne se font pas bien, tout dépend de la taille de l'écran, du navigateur, c'est compliqué. Ici, on a un avantage, c'est que notre taille d'écran, c'est 21-29-7, ou autre chose si vous êtes aux États-Unis ou tout ça, et que du coup, on peut utiliser trois choses. La taille d'image est fixe. Je vous ai mis, il faut faire attention à ce qu'elle ne dépasse pas, et du coup, si on sort un graphique en taille 4, il restera en taille 4. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les positions absolues en lui disant je veux que le truc soit à 3 cm du haut, à 4 cm du bord gauche et ainsi de suite.
et du coup, l'élément, il ne bougera pas. Et ça, c'est hyper intéressant quand on fait du design, parce que c'est le truc le plus compliqué en design web de positionner correctement ces éléments. Ici, on n'a pas ce problème. Ça pose aussi quelques problèmes, notamment quand les tableaux ils dépassent sur 4 pages et ça génère des choses infinies, mais il y a des solutions qui existent. Je vous ai mis les liens si vous rencontrez ça. Un exemple, par exemple, de première page qu'on peut générer avec PageDawn, bon, c'est un truc que j'avais fait vite fait, c'est une page de garde qu'on a générée et le code est juste derrière, assez simple. Donc là, je prends le page first, donc pour cibler ma première page, je lui dis vire-moi toutes les marges, margin 0, 0, 0, mets-moi comme image le co-host. Ah, ma vidéo. Ah, bon, c'est pas bien grave, il ne perd pas grand-chose. Mais bon, c'est bon. Background d'image, donc là, c'est la signature qui se met ici. L'autre, le front cover, je reviens juste après, c'est l'autre image, et ainsi de suite. Je lui positionne les éléments les uns après les autres. Je lui dis, bah voilà, je veux que mon titre il soit de telle couleur, il soit à tel endroit, etc., etc. Et cette instruction-là, ça donne une page de garde comme ça. Et on peut faire pareil avec toutes les pages. On peut positionner des choses en haut, des contenus en bas. On peut lui faire plein de choses. En fait, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un exemple de première page. Et l'un des avantages sur lesquels je voulais revenir, c'est les var front cover, var back cover, qui sont ce qu'on appelle des variables CSS. Je reviens après. Mais en fait, on peut directement changer les images depuis le petit YAML qui est en haut du R Markdown. Donc, par exemple, si vous mettez dans le YAML front cover style mountain, ça va créer une variable CSS que vous pourrez utiliser dans votre CSS, ici, var front cover, et que vous pourrez directement utiliser derrière pour afficher. Et en fait, là se crée une interaction entre R et PageDawn, et du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que si vous voulez paramétriser des choses depuis R, ça peut s'appliquer sur le style directement. Donc, vous pouvez créer des liens. Je passe un peu plus vite, puisqu'il ne reste que 7 minutes. Voilà. On peut mettre du contenu dans les marges. C'est ce que j'ai fait, notamment avec le petit bloc turquoise en haut à gauche. Je lui dis, bah voilà, je veux un contenu dans la marge left top, je veux que tu me le colores en turquoise, il colore en turquoise. C'est pratique notamment quand on veut mettre ici, par exemple, des petits, je veux que ce soit la page 1, la page 2, ou alors je veux en haut que le nom du document il se rappelle, et ben on place les contenus dans les marges. Typiquement, l'exemple de ma page de garde, c'est ce que j'ai dit ici. À chaque fois, j'ai mis ici color, var name color dans mon left top. Et bon, j'ai un peu triché, les autres, je lui ai dit, mets-les-moi de la couleur du papier de fond. Ce que je disais aussi, on peut créer une pagination alternée. Je veux qu'il y ait un élément en bas à gauche pour les pages de gauche, donc bottom left, counter page, en bas à droite pour les pages de droite, counter page dans le bottom right. Voilà, ça, on peut le faire. On peut mettre une image depuis une variable CSS. Je peux aller lui chercher, par exemple, je ne sais pas, je fais un truc par commune, je veux que le logo de la commune s'affiche en haut à droite de mon élément, et ben je le fais. Je vais chercher ma variable, je paramétrise le truc, j'ai une base de données R, je le mets en variable CSS et je le mets en content dans mon background. Et puis on est on peut faire des sauts de page, c'est une partie un peu compliquée, mais du coup, bien écoute. Faut utiliser les page breaks. Je passe. Et deux autres fonctionnalités qui sont en cours d'implémentation ou qui existent mais que je n'ai pas parlé. Il y a les tables des matières, des listes of figures, des listes of tables pour ceux qui sont artistiques scientifiques, les notes de bas de page qui sont en train d'apparaître tranquillement. Et il y a encore plein de choses. C'est un package qui vit bien, qui vit beaucoup et qui est aussi fondé sur une communauté autour du design web de Page.js qui monte beaucoup de choses et qui a plein d'idées. Voilà. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on fait le CSS, mais en vrai, ce qu'il faut un peu faire correctement, c'est comment on fait le CSS en projet, comme disait Maël. Donc ça, c'est un peu quelques conseils que j'ai développés au fur et à mesure que j'ai fait des projets. C'est discutable et j'aimerais bien qu'on en discute d'ailleurs. Le premier, c'est de diviser ces fichiers CSS. Vous ne faites pas un fichier CSS avec 4000 lignes, vous n'y retrouverez rien. Vous faites un fichier interface avec tout ce qui sert à calibrer le fichier, après un fichier pour les polices, un fichier pour les couleurs, et ainsi de suite. On a fait ça dans le projet propre qui a été présenté hier avec Julien, qui est un designer, et je vais le développer derrière. Vous avez un lien vers un exemple de projet sur GitHub qui organise ça comme ça. Donc, c'est un peu ce qu'on dit dans le deuxième, c'est le même.
Le troisième conseil, c'est utiliser des variables CSS pour tout calibrer de façon à ce que vous n'ayez pas à recopier votre code. C'est comme utiliser une variable dans R, dans une fonction. Je calibre au début quelle est ma police, quelle est ma couleur, et j'utilise à chaque fois ces choses-là, avec le petit var, le point tiret et le nom de la variable. Je vous conseille aussi de développer des templates Markdown pour une utilisation répétée. Ça vous évitera d'aller chercher toujours le CSS de côté des trucs. Chaque fois que vous faites plus de 2 fois la même chose, vous faites une fonction, et ben c'est pareil pour Markdown. Et ben quand vous faites 2 fois un appel au même CSS, vous faites un template. Un point qui est très intéressant, c'est gérer les interactions depuis l'externe, amener de la donnée dans le style, etc. Parce que je disais avec les images, vous avez 2 options principales. La première avec JavaScript, et je remercie Romain pour la petite modif de style, qui est peut-être un peu compliquée. La deuxième avec R, où on peut créer directement, quand on crée le template, des bouts de CSS, des bouts d'images. Typiquement, ça, c'est le code qui permet d'opacifier les images dans Page Report. Vous lui passez une image, il renvoie l'image en opacifié, et du coup, c'est cette image opacifiée, si vous activez l'option Image to Dark, qui va apparaître. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir des styles qui sont adaptés à vos bases de données, à vos interlocuteurs. Voilà. Alors, trouver de la doc, vous avez tout un tas de liens ici, de templates qui existent d'issue, et je vais passer 3 minutes sur ce que ça donne en pratique. Alors, je vais vous parler de 2 projets. Le projet, c'est le projet de la démarche propre. Il y a déjà 2 présentations sur le sujet, en partie avec Proprière et GoofDown que j'avais fait. Vous avez une pull request qui est en cours et le repo de la démonstration de la brochure. Et dans la pull request, il y a une vignette package zone complète sur l'utilisation. On est en train de la valider. Alors, c'était un super projet parce que j'ai bossé avec Julien Taquet, du coup, qui est à l'origine de PTS et qui est designer. Et c'est un peu à la source de toutes les bonnes pratiques qu'on a fait. Si on devait retenir 2-3 choses de ce projet, c'est notamment la façon dont on va créer des interactions avec R, puisqu'on peut créer des fichiers CSS. Par exemple, ici, on a défini une largeur de colonne variable. Dans votre YAML, vous pouvez dire je veux que ma largeur de colonne principale soit 30, 40, 50, 70, 80%. Du coup, la deuxième colonne secondaire se définit en fonction. Et ça, on l'a fait que en R, c'est-à-dire que j'ai créé un petit CSS vite fait où on calcule soit en moins l'autre, et on écrit le CSS dans un fichier provisoire qui est appelé dans le petit template, comme quand vous faites un fichier Markdown. C'est exactement ça. Ça, c'est le premier rapport de ce projet. Et je vais vous parler du deuxième. Alors, pour moi, ça, c'est le cas d'usage roi de Markdown, c'est la génération de rapports automatisés. En fait, j'ai fait, en collaboration avec d'autres personnes, des fiches automatisées pour 150 villes du Connecticut. On a fait des fiches de 7 pages, mais pas la dernière, la capture d'écran. Pour chaque ville, en fait, on a sorti un rapport avec les principaux indicateurs de logement, de taux de pauvreté, etc., avec des graphiques. Ça, c'est que du PageStone. Il n'y a rien d'autre. Enfin, un peu de GGP. Et l'idée, en fait, c'est que c'est le cas d'usage roi. On peut sortir des choses pour chaque ville et tout. Je vous ai mis les liens, vous pourrez aller voir. Il y a une petite carte avec les 150 villes. Vous cliquez, vous obtenez un rapport automatisé. Mais il y a quelques petites choses à penser quand on fait de la génération automatique. C'est que tous vos graphiques ne vont pas forcément comporter le même nombre d'éléments. Donc, vous avez des graphiques qui vont changer en taille. Vous avez des textes générés qui vont se retrouver à vide. Par exemple, vous essayez de faire un texte avec plus important, moins important que, etc. pour les évolutions. Vous vous retrouvez avec un 0 de l'autre côté, ça vous sort un 1, votre texte ne ressemble à rien. Donc, il faut gérer ça aussi en amont. Il faut penser au fait que vous pouvez avoir des trous dans les données qui peuvent générer des erreurs, des rapports qui ne sortent pas. Donc, il faut penser à combler ces trous, à spécifier la taille de chaque sortie. Et 2 petits points aussi, au niveau purement PageDown, on a utilisé du coup du CSS pour de la mise en colonne. Vous voyez les colonnes là sur le côté, c'est des CSS, ceux qui connaissent, et des pages nommées pour les petites pages. En fait, on a une page nommée housing, une page nommée affordability, une page nommée population, et ainsi de suite. Donc, on peut, pour certains types de pages, définir un style spécifique. Bon, ça, c'est que j'ai plus de temps. Et ouais, c'est bon. Bon, j'ai terminé de toute façon. Et voilà, merci de votre attention et merci du coup à toutes les personnes listées ici et vous pouvez m'appeler pour en parler si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Merci Thomas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que des gens des veulent commentaires ou des... Qui veut un autocollant? Qui veut un autocollant? Levez la main. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Ouais.
Non, mais LaTeX, c'est très bien dans certains cas d'usage qui sont l'écriture d'articles scientifiques. Donc, quid de l'intégration des contenus type équation et scientifique, quoi. alors, on a c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà, mais ça fonctionne. Il y a Majax, il y a d'autres choses comme ça qui existent. Et en fait, pour tout dire, PageDawn, le format est basé sur Bookdown 2. Bookdown, l'intégration fonctionne. Oui, j'arrive. Tranquille. Y compris justement les références aux équations, la numérotation, ces choses-là. Oui, normalement, tout fonctionne. Vous pouvez intégrer une bibliographie BibTeX. Voilà, Markdown, c'est super. Et puis, au pire, si ça ne fonctionne pas tout à fait, vous faites une petite pull request et tout s'améliore. Alors, oui, c'est pour dire, je pense que, alors, sur l'aspect esthétique, quand même, LaTeX, on peut faire des choses vraiment belles, mais c'est sur la maintenabilité des markdowns faits avec LaTeX que ça pose question, parce qu'en fait, on se met à faire quand on a un markdown et qu'on veut gérer, comme le permet PageDown, le multi-output, HTML et PDF, parce que ça, c'est ce que permet PageDown, on se retrouve à faire si on utilisait du LaTeX, on se met à faire des règles horribles sur le format. S'il est en PDF, on va utiliser telle grammaire LaTeX, et s'il est en HTML, on va utiliser telle grammaire HTML. Et ça, c'est quand même moi je trouve le gros apport de PageDown, c'est de simplifier les codes sources en évitant ces règles multiples. Oui. Alors, je n'ai pas trop insisté dessus, mais vous pouvez, là, j'ai insisté sur la sortie PDF avec le print, mais vous pouvez envisager, en fait, justement, il y a une instruction screen, une instruction print dans le CSS, et vous pouvez, avec un même document, avoir deux sorties, une sortie web et une sortie papier. Donc, vous pouvez, du coup, sortir des choses qui seront mises sur Internet, des choses que vous allez imprimer, distribuer, donner aux gens. Il n'y a pas de questions. Très bien. Il y a des questions en ligne? Oui. Il y a une question de Mohamed El Fodil Iadaden. Est-ce que c'est plus rapide de compiler avec PageDown en comparaison de Minitech? Joker, je sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. C'est pas les mêmes processus du tout. Bon, la question de Julien va peut-être revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a une? Ça y est. C'est la maturité du projet, c'est-à-dire les dépendances qui sont quand même. Enfin, il y a du JavaScript, ça dépend de Markdown, enfin, c'est toi qui assures derrière quand il y a des trucs qui pètent en amont ou... Alors, moi, j'assure rien, mais il y a Romain qui va répondre à la question qui est plus mieux placé que moi pour le faire. Oui, alors effectivement, c'est surtout moi qui assure quand ça pète. Pour l'instant, effectivement, le projet, en termes de maturité, la librairie JavaScript qui est derrière, Page.js, elle est encore assez jeune. Par exemple, là, les notes de bas de page viennent à peine d'être implémentées dans Page.js. Donc, oui, effectivement, ça peut casser. Il peut y avoir des évolutions. Et moi, l'avant-dernière release de PageDown, je savais que ça allait casser du code. Donc, j'ai essayé de prévenir sur Twitter. Mais effectivement, si vous cherchez quelque chose de très, très stable, c'est pas encore le cas, hein, PageDown. Mais voilà, il faut le savoir. Si vous l'utilisez, c'est assez actif. Voilà. Il y a une remarque de Christophe Dervieux aussi qui dit qu'on peut utiliser SAS, SA2S, qui est un précompilateur CSS en fait, qui permet d'améliorer la gestion de son CSS et tout. Le programme, on va regarder un peu, mais effectivement, si vous connaissez un peu les techno web, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bien, merci. Merci encore.